Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Kamba. Merci. Euh, Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage en tout cas. Merci. Comme vous voyez, je suis en train de faire cette vidéo à minuit, à peu près minuit 30. Donc, vraiment, ayez de l'indulgence avec moi. J'avais pas le temps toute la journée et j'ai essayé, ça n'a pas marché, hein. Alors, c'est pourquoi je fais cette vidéo à cette heure ici, parce que les actualités se bousculent et on doit les analyser. Alors, tout de suite, je vous donne les titres que je vais devoir développer. Il y en a 4. Le premier, je vais parler de la messe qui est dite pour la France et pour Kagame. Et puis, je vais parler aussi les balais diplomatiques qu'il y a. Vous avez vu, il y a l'Ukraine, il y a la Russie, il y a maintenant Rwanda aussi. Il raconte là-bas, j'ai vu Ramaphosa avec Kagame en train de te taper les mains. Ce qui m'a fait vraiment très, très mal au cœur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur. Ça m'a beaucoup dérangé de voir cette proximité, cette chaleur entre Kagame et Ramaphosa. Mais je vais parler aussi du deal et après, je vais parler aussi de la bonne gouvernance contre 4 sujets. Alors, j'étais en train de dire tout à l'heure, permettez-moi de boire quelque chose. J'étais en train de dire tout à l'heure que la messe, elle est dite pour la France et pour messieurs Kagame. Les accords de paix seront signés. C'est imminent et c'est irréversible. Ces accords-là seront signés. Et pourquoi je le dis? Alors, il y a la Russie qui venait d'avoir sa messe diplomatique. Vous avez vu, à peu près 30 chefs d'État étaient là-bas. Il y a les Européens qui sont allés en Ukraine pour montrer leur solidarité, leur unité par rapport à la Russie, en Ukraine. Ok, Clotaire Olingi, il a eu aussi son balai avec ses prestations de serment. Il y avait les conclaves. Maintenant, après les conclaves, il y a les Rwandais qui venaient d'avoir aussi, je crois hier, aussi une grande réunion là-bas avec quelques chefs d'État. Je pense qu'il y en avait aussi, en Côte d'Ivoire. Il y avait aussi un balai là-bas avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire et quelques chefs d'État. Donc, Trump aussi doit avoir sa messe diplomatique. Et sa messe diplomatique, ce n'est pas comme fait pour faire des parades. Lui veut vraiment faire une messe diplomatique autour de la paix. Autour de la paix. D'ailleurs, restez parce que vous allez comprendre que Trump prend cette histoire de faire de la paix dans le monde quelque chose de central pour sa présidence. Donc vraiment, il met le bouchon double pour qu'il y ait la paix dans le monde. Peut-être je dois le dire déjà. Le pape aussi venait de faire ce souhait-là. Il veut qu'il y ait la paix dans le monde. Vous comprenez que tout le monde commence à s'inscrire dans cette dynamique-là de la paix. Tout le monde commence à s'inscrire dans cette dynamique de la paix. Alors Trump aussi va avoir sa messe où il y aura beaucoup de chefs d'État des différentes régions de l'Afrique qui vont aller là-bas, à Washington, pour être témoins de ces accords historiques de paix, la mise ou la guerre de 30 ans. On va mettre fin à une guerre de 30 ans, à des violences de 30 ans. Donc, il y aura les gens de la région de SADC, il y aura les gens de la région du Grand Lac, il y aura les gens de l'Afrique centrale et tous vont converger vers Washington,
d'ici là, vers le 15 juin, pour être témoin de ces accords-là. C'est pourquoi je dis c'est irréversible. La messe, elle est dite. Macron peut faire ce qu'il veut. Kagame peut faire ce qu'il veut. D'ailleurs, là, j'avais l'impression qu'il était en train de mettre le doute quand il parlait aujourd'hui que non, ils sont en train de négocier encore et que... qu'est-ce qu'il était en train de dire? Ils étaient en train de négocier. J'avais l'impression que c'est comme si il était en train de mettre le doute que les États-Unis n'arriveront pas à faire la paix. D'ailleurs, c'est dans ce sens-là. Ils essayent, disait-il. Ils essayent. Alors, vous voyez que lui, mais je ne vois pas comment, si Trump dit qu'il y aura la paix et qu'il va avoir cette paix-là, je ne vois pas qu'est-ce que la France peut faire. Je ne vois pas qu'est-ce que le Rwanda peut encore faire. Donc, c'est irréversible. Maintenant, la question qui reste et qu'on va se poser, qu'est-ce que la France, qu'est-ce que le Rwanda et même l'Union européenne, l'Union africaine, je veux dire, peuvent faire pour empêcher que cet accord qui devient irréversible n'arrive pas? C'est ça la question qui m'intéresse. N'oubliez pas, je ne sais pas si vous avez suivi, Macron dernièrement, parce qu'il était enculé, il était vraiment, on l'accusait de quelqu'un qui fait que par sa politique, la France est en train de perdre de l'influence, la France est en train de perdre l'Afrique et tout ça. Alors il était vraiment acculé. Quand le Sénégal a demandé que les troupes françaises quittent le Sénégal, il y a le Tchad qui a demandé aussi que les troupes françaises quittent le Tchad. Et puis, je pense, un autre pays, il y avait aussi la Côte d'Ivoire qui avait demandé à cette époque-là aussi que les troupes françaises quittent le sol africain. Maintenant, les troupes françaises restent seulement au Gabon. Alors, à partir de ce moment-là, lui, il a fait un discours pour rassurer, pour vraiment, il était même un peu comme frustré, fâché, et il faisait ce discours-là devant un parterre de diplomates du monde entier, mais français. Je ne sais pas si c'était seulement des Français, je pense que c'était des Français. C'était une conférence diplomatique. Alors, il a laissé deux phrases, ou il a dit deux phrases qui étaient méprisantes pour les Africains, qui non pas seulement méprisant, raciste ou même vraiment très néocolonial. La première des choses, il a dit, non, les Africains ne veulent pas nous remercier. Les Africains ne veulent pas nous remercier. Et des deux, il a dit, vous savez, nous conservons et nous leur donnons seulement quel mot il avait utilisé? Nous leur demandons seulement de communiquer. C'est comme si les décisions sont prises à Paris et on donne aux chefs d'État africains seulement de communiquer, de dire un effet, d'annoncer tout simplement. Alors c'est ce qu'il avait dit. Et à cette époque-là, je me souviens, il y avait des réactions, par exemple, de Djamena qui a dit c'est trompe d'époque et même du Sénégal pour dire non, ce n'est pas le cas du Sénégal. Alors tout le monde soupçonnait que le seul pays qui était ou qui avait communiqué, c'est-à-dire Macron avait décidé, il a communiqué, c'était la Côte d'Ivoire, c'était Alassane Ouattara. Alors, vous comprenez, je vais entrer tout simplement pour répondre à cette question-là. Qui peut maintenant empêcher que les deals ou l'accord de paix ne soit pas signé? Qu'est-ce qui peut être utilisé par la France ou qui peut être utilisé par l'Union européenne pour que ces accords ne soient pas signés? On les appelle les nègres de maison. Qui sont les nègres des maisons? Les blancs, s'ils veulent faire du mal aux autres noirs, aux autres africains, ils utilisent toujours le noir. Ils utilisent toujours les Africains. On les appelle les nègres de maison. Alors, dans ce contexte ici, nous avons beaucoup de nègres de maison.
Je vais vous en donner quelques exemples et réfléchissez avec moi. Dernièrement, j'ai vu par exemple les Katumbi, nègres des maisons. Peut-être il faut circonscrire la situation pour que vous compreniez pourquoi la France a besoin de nègres des maisons. Moi, personnellement, je suis en train de voir la situation de la République démocratique du Congo comme à 1960. Et d'ailleurs, nous devons dire merci à Dieu que nous avons Tshisekedi comme président de la République à ce moment précis. C'est l'une des raisons, je vais insister sur ce point. Je vois et je comprends que beaucoup de gens sont vraiment en train de parler sur la gabegie financière, sur les affaires de corruption, de mauvaise gouvernance, les 9 millions, les 30 millions. Je vois tout ça et moi aussi ça m'énerve. Moi aussi ça m'énerve. Mais nous ne devons pas perdre le focus. Nous ne devons pas perdre le focus. Il y a quelqu'un qui avait chanté en anglais Keep your eyes on price. Et je pense c'est ce que le président est en train de faire. Ce qui est important ici, c'est cet accord de paix. Cet accord de paix que le Congo recouvre, sa souveraineté internationale et son intégrité territoriale. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et c'est là où le président joue un rôle important. C'est là où l'histoire du Congo est comme à 1960. Dieu merci, nous avons un homme inflexible. Nous avons un homme radical. Nous avons un homme qui a dit « Je ne braderai pas les ressources, mais aussi je ne trahirai pas la République démocratique du Congo. » Ça, c'est important. Ça, ce n'est pas du fanatisme, ça, ce n'est pas du dialogue, mais ça, c'est une réalité. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le président a besoin de ton soutien, de mon soutien, parce que tout ce que les gens font, c'est pour qu'ils fléchissent. Tout ce que les gens font, c'est pour que tout le monde, que ce soit la France, que ce soit les SADC, que ce soit EAC, que ce soit les organisations de l'Afrique centrale. Dernièrement, là, je ne sais pas, vous avez vu qu'il y avait le président de la Guinée-Bissau à Kinshasa, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ça apporte encore des messages pour dire est-ce que tu ne peux pas fléchir ici, tu ne peux pas. C'est comme ça, je pense même que c'est Nyassingo et Adema qui ont envoyé, ou même la France, parce qu'ils savent que ces messieurs-là s'attendent très bien avec les prisons. Parce que souvent, quand vous regardez dans les rencontres internationales, ces messieurs-là sont toujours assis à côté du président. Ils sont toujours assis à côté de l'un et l'autre. Donc, on l'a utilisé pour apporter un message. Et ce message-là, ce n'était pas un message de dire non, non, c'était un message, est-ce que tu ne peux pas accepter, par exemple, le dialogue de la SENCO? Est-ce que tu ne peux pas accepter les brassages? Est-ce que tu ne peux pas? Et j'ai l'impression, c'est comme si le président reste inflexible. J'ai l'impression, c'est comme s'il reste droit dans ses bottes. Et c'est pourquoi moi je dis, il a besoin de ton soutien. D'ailleurs, c'est l'une des raisons, je dis, c'est une bénédiction que nous avons ces présidents-là à ces moments précis. Parce qu'il y a la pression est énorme pour qu'ils cèdent. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas en train de céder. C'est pour cette raison, on a besoin, tous ces gens-là ont besoin de nègres de maison pour exécuter leur sale besogne. Et je vais vous donner l'exemple de quelques nègres de maison. Les premiers nègres de maison, c'est Katumbi. C'est malheureux, mais c'est un nègre de maison. Il est là seulement pour exécuter des sales besognes. Si lui, il était à ce moment-ci, il aurait tout bradé les Congo, trahi les Congo, tout. Il aurait tout fait. Ce monsieur-là, il a dit à propos du deal, il dit non, au Congo, il n'y a plus de minerais et tout ça. D'ailleurs, dernièrement, on venait de trouver qu'il y a du coltan non exploité, il y a du coltan, il y a du cuivre et il y a de la cassétérite non encore exploitée dans les Bas-Congo, dans la région du Bas-Congo. Alors, lui, il dit non, il n'y a pas de minerais dans toute la République, donc c'est fini, il n'y a plus. Donc, vous comprenez que c'est quelqu'un vraiment qui est là tout simplement pour servir les intérêts d'un certain, de l'air commanditaire. Et ce sont des gens qui sont prêts à sacrifier la vie de Tshisekedi pour ils arrivent là. Ils sont prêts. Ce sont des nègres.
des nègres de maison. Ils sont au service des Blancs. Ils sont là, ils veulent que nous soyons assujettis, ils veulent que nous soyons toujours dans l'esclavage, ils veulent toujours que nous soyons toujours dominés, écrasés, ils veulent que nous soyons toujours là, chaînés, que nous soyons toujours colonisés. Et c'est vraiment malheureux que les Blancs utilisent toujours les Noirs pour nous rendre toujours dans l'esclavage, pour nous rendre toujours esclaves. Les gens comme Katumbi, je venais de donner un exemple. Un autre exemple, c'est Kabila. Kabila aussi, c'est un nègre de maison. C'est lui qui trimballe partout là-bas pour parler contre la République, contre Kare Tshisekedi en Afrique du Sud, utiliser ses réseaux, son argent, tout ça, et se faire utiliser par la France pour venir détruire. D'abord, remarquez, partout la France est, partout, remarquez, là-bas, au Burkina Faso, la guerre n'a pas fini. Ils étaient là-bas. Au Mali, c'était la même chose. Au Niger, c'était la même chose. D'ailleurs, la tendance est que la guerre devient de plus en plus difficile. On vous pousse toujours à négocier des négociations interminables qui vont faire à la fin qu'on va se dire non, on fait la partition comme ça, chacun un morceau et tout ça. Et c'est ce que la France est en train de faire avec nous, avec le président Félix, là, tout le temps faisant ceci, faisant la résolution, comme ça, comme ça. Et vous voyez que ces gens-là se sont rebellés. Se sont rebellés parce que les nègres qui étaient en train de suivre toujours, c'est que la France, il fallait le chasser. Il fallait le chasser. Vous savez que moi, je ne suis pas vraiment un fan d'Ibrahim Traoré. Beaucoup de gens sont fous de lui. Moi, non. Parce que moi, je suis pas un populiste. Je suis un pragmatique. Mais là, tenir tête à la France, c'est l'une des bonnes choses. Et c'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire aussi. Alors, on utilise quelques nègres de maison pour maintenant les mater. Alors, à l'Afrique de l'Ouest, les nègres de maison, c'est la Côte d'Ivoire, Ouattara, c'est le Bénin, c'est le Togo, c'est la Guinée-Bissau et le Nigeria. Encore, est-ce qu'il y a encore? Et la Guinée-Conakry. C'est vraiment le cercle d'influence de la France. Même dans une certaine mesure, le Ghana, l'ancien président du Ghana, je ne sais pas l'actuel. Alors, on utilise tous ces gens-là pour vraiment torpiller la vie de l'AIS. Maintenant, au niveau de l'Afrique centrale, qui sont ces nègres des maisons? Nous avons Sassou Nguesso, nous avons le Kenya, nous avons l'Ouganda, nous avons le Rwanda. Je vais venir parler de Kagame lui-même. Alors, vous voyez que ces gens-là aussi, mais le Congo-Brazza, c'est une honte. Je ne sais pas si vous avez vu vraiment ces gens-là, par exemple, Sassou Nguesso, vraiment à la prestation de serment, il est très vieux, mais c'est un nègre des maisons, il est là pour travailler pour les intérêts de la France et non de l'Afrique. C'est pourquoi quand on parle de panafricanisme avec des gens comme tous ces gens-là qui, au lieu de servir les intérêts de leur pays, sont en train de servir les intérêts de puissances étrangères. Ils veulent tuer Tshisekedi tout simplement pour satisfaire à leur maître occidentaux. Alors, ce sont les nègres de maison. Denis Sassou Nguesso est un nègre de maison. Kabila est nègre de maison. Katumbi est nègre de maison. Senko et ECC, nègres de maison. D'ailleurs, eux-mêmes, je ne sais pas, depuis l'indépendance, depuis les temps de la colonisation, c'est l'instrument par excellence pour exercer la volonté des Occidentaux en Afrique, pour exercer la volonté des Occidentaux dans notre pays. Ce sont des gens qui ne veulent pas que nous soyons libres, les gens de la Senko là. Alors, la France et les pays occidentaux vont les utiliser aussi pour vouloir soit tuer Tshisekedi, soit l'affaiblir, soit l'exposer d'une certaine façon. Et c'est ce qu'ils sont en train de jouer comme un rôle, les nègres des maisons. Alors, les plus grands d'entre eux, Kamere
lui-même aussi, Camère nègre de maison. Vous avez vu les discours de Camero en Ouganda? Oh, nous sommes en train de vouloir nous sommes en train de négocier pour avoir de bonnes relations diplomatiques et des coopérations harmonieuses avec le Rwanda. Il a parlé mais de partage de richesses. C'est la même chose avec les gouverneurs, le gouverneur d'ici qui veut le même discours. Et c'est le même discours qu'aujourd'hui Kagame a tenu dans son forum là. Aujourd'hui même, hier, l'Afrique ne peut pas être pauvre avec toutes les richesses que nous avons si on se met ensemble, tout ça. Et c'est le même discours qu'il y avait chez les gouverneurs là, c'est le même discours qu'il y avait chez Kamari, nègres de maison. Des gens qui sont là tout simplement pour nuire à Tshisekedi, pour les tuer s'il faut, pour les tuer s'il faut, pour les tuer s'il faut, au profit, pas des Congolais, mais au profit de la France, au profit des puissances occidentales. C'est pour cette raison, il faut comprendre que c'est dans ce contexte-là, je voulais dire, qu'il faut voir la photo de Macron avec Paul Kagame à l'Élysée. Alors, il y a des gens qui disent qu'ils sont allés célébrer les deals avec les PSG, Arsenal et tout ça. Qui peut croire, qui peut être aussi naïf? Vous pouvez vraiment vous imaginer Macron et Kagame se racontent et ne parlent pas de Tshisekedi, ne parlent pas de la République démocratique du Congo. Vous pensez vraiment à cela? Alors, c'est pour cette raison, je vais insister sur ce point-ci. Il faut savoir que Dieu nous a donné, je sais, il y a des problèmes de gouvernance, je sais, il y a des problèmes de corruption, je sais, il y a des grandes sommes d'argent qui se perdent, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans beaucoup de domaines qui ne marchent pas, je le sais. Mes très chers frères et sœurs, disons d'abord merci à Dieu que nous avons à ce moment précis les gens comme Madame Kaikwamba. À ce moment précis, nous avons un président qui tient pour, ou tout au moins est prêt à mourir pour le Congo, prêt à se sacrifier pour que le Congo sorte de ses jougs, des 30 ans de dominance. Au moins, on a quelqu'un qui est inflexible, qui, peut-être on va dire arrogant, mais je préfère quelqu'un qui est arrogant que quelqu'un qui tourne à tout vent, qui n'a pas de position. Alors à ce moment ici, par le fait que le président de la République reste intraitable et ne veut pas trahir le Congo, je pense que vraiment, je ne sais pas, il y a des gens qui parlent de complot. Moi, je ne parle pas de complot parce que je n'ai aucune idée. Mais j'ai, de par mes analyses et de par ce que je vois, et à cause de l'histoire, de ce qui s'est passé dans notre pays, parce que je vois, c'est la même histoire de Lumumba qui est en train de se répéter. Quelqu'un qui dit, je vais mourir pour mon pays. Alors, on va utiliser les nôtres, les gens qui sont les nôtres, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui nous ressemblent, comme toi et moi, pour lui faire la peau. Et c'est pour cette raison, nous devons soutenir le président de la République. Nous, non pas seulement le soutenir, vraiment être vigilants. Moi, je ne sais pas comment fonctionnent les services de sécurité, mais vraiment, à mon sens, il faut tout faire que dès maintenant jusqu'à la signature des accords et après la signature des accords. Parce que nous avons besoin d'un leadership fort, de quelqu'un qui est inflexible pour voir ces accords-là s'accomplir, pour voir ces accords-là implémentés. Et la personne la mieux placée pour cela, c'est le président de la République. C'est pour cette raison qu'on a besoin de cet homme-là. Je comprends tout ce qu'il y a. Il ne faut pas perdre les focus. Je comprends tout ce qu'il y a autour, la gestion, je comprends. Mais à ce moment précis, nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de cet accord de paix et nous avons besoin de ce deal. Alors, il faut soutenir le président de la République dans la prière. Il faut le soutenir, il faut le protéger pour que, une fois pour toutes, les Congos soient affranchis de la domination, non pas seulement rwandaise,
de la domination de la France, mais aussi de la domination des puissances nocturnes comme Senko et CC, tout ça. Je vous assure, nous sommes à la croisée du chemin. À la croisée du chemin. Comment je peux vraiment bétonner l'importance de ces moments? C'est un moment comme celui qu'il y avait à 1960. C'est important, c'est énorme. Alors, il ne faut pas vraiment qu'on s'éparpille, il faut rester focus. On a besoin de ce deal et on a besoin de la paix. Après, le président pourrait s'occuper des problèmes internes. Alors, parce que je pars de cela, c'est pourquoi j'étais en train de dire que il y a beaucoup de balais diplomatiques, mais Trump est déterminé pour faire la paix. À ce moment où je vous parle, Trump est en train de négocier avec les Houthis de l'Afghanistan. Les Houthis, et c'est au Yémen. Vous savez, ce sont eux qui tiraient vers Israël, ils tiraient aussi tous les bateaux qui étaient dans la mer Rouge, ils étaient en train d'attaquer cela. Le Yémen, il est en train de négocier avec ces Houthis, maintenant là. Est-ce que personne n'en parle? Il est en train de négocier avec l'Iran, et l'Iran, c'est l'Iran qui soutient les Houthis. Et pour ce faire, regarde comme Trump a fait, pour ce faire, il a exclu Israël. Vous savez qu'Israël, même quand Obama négociait avec l'Iran et tout ça, Israël avait toujours à dire dans les négociations, critiquer les négociations et tout ça. Cette fois-ci, Trump a sorti Israël de cette histoire. Ce qui signifie beaucoup, ça veut dire que Trump est en train d'affaiblir Israël, non pas seulement au niveau de ses négociations avec les Houthis, mais même avec l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite devait reconnaître d'abord Israël pour qu'il s'établisse des relations diplomatiques. Cette nation, cette obligation-là, d'abord reconnaître Israël, Trump l'a levé de cette histoire. Vous comprenez que les messieurs est tellement sérieux pour cette histoire de paix qu'il est en train de prendre des décisions difficiles, éloigner Israël, discuter avec l'Iran et pas informer Israël. C'est grave. Pour les gens qui suivent ces choses-là, c'est grave. Parce que beaucoup de gens disaient toujours d'Israël comme le 50e État de l'Amérique. Mais maintenant, dans ces négociations ici, Trump n'informe pas Israël, ne parle pas avec Israël et ne veut pas qu'Israël donne ses ordres ou ses desiderata et tout ça. C'est pour vous dire que Trump est venu avec un agenda de la paix et il fait tout pour qu'il y ait cette paix-là. Avec les Houthis, avec l'Iran, peut-être aussi maintenant chez nous avec les Congo. Dernièrement, il était très impatient avec Poutine. Il était très impatient avec Poutine. Et il a dit à Poutine, si tu ne veux pas négocier pour la paix, après qu'ils aient signé le deal, après qu'ils aient signé le deal avec l'Iran, avec l'Ukraine, il a intimé à Trump de négocier la paix. Alors, à Poutine, je voulais dire, pardonnez-moi, il a intimé à Poutine de négocier la paix. C'est pour cette raison que vous avez vu Macron, Stammers, Friedrich Merz et puis Donald Tusk, qui sont partis en Ukraine pour montrer l'unité d'abord de l'Europe, mais aussi pour demander un cessez-le-feu de 30 jours. Le cessez-le-feu de 30 jours, Trump là aussi l'avait demandé. Alors, et ils se sont mis derrière Trump pour demander la même chose et faire les mêmes menaces de pression économique et de sanctions économiques contre la Russie comme Trump l'avait demandé. Et d'ailleurs,
parce que soit les États-Unis, la guerre là de l'Ukraine, elle est finie, hein, parce que normalement sur le terrain, la Russie, il n'y a pas de raison pour la Russie d'aller négocier. Ils sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner des territoires. Ils sont militairement plus forts. L'Ukraine est fatiguée. Ils n'ont plus d'hommes. Ils n'ont plus d'hommes. Donc, la seule solution maintenant, c'est de négocier. Alors, pour contraindre la Russie à aller faire ces négociations-là, Trump a demandé à la Russie 30 jours de trêve pour aller négocier. Mais aussi, l'Union européenne est allée, par l'Union européenne, les Européens, au travers la France, l'Angleterre, la Pologne et l'Allemagne, sont allés demander à Poutine d'aller négocier. Entre-temps, ils ont dit aussi qu'ils vont imposer des sanctions graves. C'est pourquoi je vous dis que le deal, les accords de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda auront lieu. Parce que si Trump peut vraiment éloigner Israël, puis Trump peut faire des pressions sur Poutine, qu'est-ce qui est le Rwanda au devant des États-Unis pour vraiment s'opposer à la volonté de Trump de vouloir avoir la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors non, pas seulement ça, vous avez vu vraiment la démonstration de force de Poutine lui-même aussi. 30 chefs d'État étaient là-bas. 30 chefs d'État. Dont au moins 3 pays démocratiques. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait l'Inde, il y avait le Brésil. Donc 3. Et puis, vous avez vu qu'il a envoyé même un jet pour aller chercher, un jet des chasseurs, pour accompagner Ibrahim Traoré là-bas, une démonstration de force. Mais là aussi, quelque chose s'est passé de grave. Vous savez, quand vous regardez les protocoles, c'est comme si on a élevé la Chine au-dessus comme une puissance économique et militaire. C'est comme si la Chine était en train de remplacer les États-Unis. Alors, nous connaissons qu'il y a la guerre entre les États-Unis et la Chine, mais cette guerre est en train de prendre de l'ampleur. Pourquoi? Parce que beaucoup d'échanges se faisaient d'abord en dollars. Je pense que c'est 94% des échanges qui se faisaient en dollars. Maintenant, c'est seulement 57 ou 56. Il y a Trump qui avait imposé des tarifs d'au moins 45%. Et lui-même, il a réduit ça contre la Chine. Il a réduit ça à 50%. Et maintenant même, ils sont en train de négocier en Suisse. Donc, l'influence des États-Unis est en train de diminuer. C'est pour cette raison que je suis en train de vous dire que Trump, qui dit toujours « Make America Great », cherche quelque chose pour démontrer la puissance de l'Amérique. Et cette chose-là, moi, à mon sens, ça va se passer au Congo. Ça va se passer au Congo. Avec le deal, mais aussi avec les accords de paix. Alors, c'est pour cette raison que j'étais en train de dire que ces accords de paix là sont imminents. Sont imminents et irréversibles. Et la France ne peut rien. D'abord, la France n'a plus l'argent. Ils ont des problèmes économiques terribles. L'Allemagne ici, des problèmes économiques terribles. Tous dépendent de la Chine. Même là-bas, en Angleterre, ils ont des problèmes budgétaires énormes. Je ne sais pas la situation de la Pologne, mais tout au moins ces 3 pays-là. Ok, l'Allemagne, ça va. L'Allemagne, au niveau de la dette, c'est pas grave. Parce que l'Allemagne, depuis toujours, ils évitent de faire les dettes. Mais la France est tellement endettée. Je pense que même l'Angleterre est aussi très endettée. Ils n'ont pas d'argent. C'est pourquoi ces histoires d'aide au développement, tout ça, il n'y a pas. Alors que la France,
Même s'ils ont dit qu'ils vont faire des pressions, ils vont faire la guerre à la Russie, ils vont faire des sanctions économiques. Sans les États-Unis, ces sanctions économiques n'ont aucun poids. C'est pour cette raison si je dis, une fois, si Kagame fait des blagues, je ne vais pas faire comme ça, je ne veux pas, il y aura des sanctions très contraignantes qui vont amener Kagame à la table pour signer ces accords, parce que Trump veut avoir sa messe diplomatique aussi à Washington en juin. Comprenez? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à espérer. Alors, je voulais parler un peu de notre deal, parce que c'est quelque chose qui est très important. Je voulais parler un peu de notre deal. Je pense que la première des choses qu'il faut faire de notre deal, il faut éviter que nous soyons dans une situation de déséquilibre. J'avais suivi un monsieur sur Télé Sud qui parlait de cette situation. Il dit que c'est une très bonne chose, mais entre-temps, il faut éviter la situation de déséquilibre, parce que d'abord, c'est nous qui avons, à cause de la puissance, des échanges qui sont déséquilibrés, parce que quand même, les États-Unis, c'est une grande puissance. Non, pas seulement ça, mais si nous ne sommes pas bien préparés, il peut arriver à une situation de déséquilibre où nous sommes en train de perdre. Alors, pour cette raison, il avait proposé qu'on utilise des maisons qui sont spécialisées pour cela. J'ai trouvé le monsieur très, comme les Allemands disent, très angenehm, très agréable. Et je pense que ce sont des gens comme ça, peut-être qu'il faut approcher, je ne sais pas, dans les affaires, peut-être il est difficile. Mais non, vous savez, quand on fait des deals comme ça, je ne sais pas si les Américains vont venir faire, parce qu'il y a 5 étapes. Je ne sais pas s'ils vont venir faire l'exploitation, il faut l'exploration, après faire l'exploitation, faire l'extraction, ou je ne sais pas si c'est la même chose, faire raffiner ces matières-là. Hein, parce que, par exemple, j'avais suivi ça au Rwanda. Vous savez que ces matières-là, par exemple, dans les coltans, là, il y a de la cassitérite, il y a du cobalt, il peut y avoir même du cassitérite, cobalt, tungstène. Donc, il peut y avoir tout ça. Il faut maintenant séparer. J'étais en train de suivre une femme qui expliquait ça sur la télé de Rwandais. Et c'est seulement après qu'il y a l'utilisation. Mais vous savez que la fabrication, je ne suis pas... Les économies européennes ne sont plus à ce niveau-là. Les seuls pays qui font encore ces choses-là, qui sont au niveau de raffiner et tout ça, les économies européennes comme les économies des États-Unis, ils sont seulement dans la propriété intellectuelle. Donc, ils inventent des choses, ils trouvent des choses, ils ont des brevets, et puis à la fin, quand le produit a fini pour vendre. Ok, pas en général, mais ça veut dire que tout simplement, par exemple, les histoires de raffinerie et tout ça, dans beaucoup d'économies, il n'y en a plus, hein, il n'y en a plus. Alors, les pays qui raffinent le plus, c'est la Chine, la Turquie, le Vietnam. Alors, et par exemple, Taïwan produit des chips. Maintenant, je pense que ici aussi en Allemagne, ils ont construit une usine pour produire des chips aux USA aussi, en Arizona là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment, quand on va négocier, il faut tout faire pour que de l'exploitation ou de l'exploration jusqu'à la raffinerie, que tout cela se passe au Congo. Si nous avons un tel deal, je ne sais pas ce qui va passer de la République démocratique du Congo. Le président dit toujours, je vais créer des millionnaires congolais, donner du travail, 8 millions d'emplois ou donner du travail. Je vous assure aussi, l'exploration, de l'exploration à l'exploitation, à la raffinerie, à la distribution. Si tout cela se passe au Congo, ce sont des milliers et des milliers d'emplois qui seront créés. Alors c'est pour cette raison on a besoin qu'il y ait des bonnes négociations.
Il faut qu'il y ait des très bonnes négociations, des gens qui savent vraiment, qui mettent le patrie en avant, pas les gens qui vont aller demander des 30 millions, des 15 millions, des 1 million et des choses comme ça. Sinon, et c'est là où il y a les sinon, c'est le Rwanda qui va profiter de cela. D'abord parce qu'ils ont déjà cette raffinerie des deux. Ils vont mettre du sérieux et ça va faire un boom pour leur économie. Alors, c'est pour cette raison que j'appelle vraiment à la sagesse. Maintenant, je viens à cette histoire de la mauvaise gouvernance. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Parce que vraiment, quand je regarde, tout le monde en parle. Tout le monde parle de Nicolas Kazadi, tout le monde parle de Jules Alinguetti et des choses comme ça. Ok, le président avait dit, j'avais suivi l'un de ses discours et il disait vraiment, ils vont ouvrir les placards ils vont ouvrir les placards et sortir les cadavres pour dire on va poursuivre les gens qui avaient volé dans les régimes précédents. Mais moi, personnellement, je pense que c'est vrai qu'il y a des problèmes de détournement, il y a des problèmes de corruption, il y a des problèmes de mégestion. Vous savez, il y a cette chanson-là, moi je pense à ces moments ici, concentrons-nous d'abord sur le deal et concentrons-nous d'abord sur l'accord de paix et le deal. Et après, je suis convaincu, le président va s'occuper de ce problème de corruption et de mauvaise gestion. Il a encore 3 ans, alors ne perdons pas espoir. Maintenant, mon conseil est seulement d'abord à nous qui sommes chrétiens autour du président de la République. J'ai constaté que nous, on priait toujours, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons, moi, je soutiens le président de la République. Nous, on priait toujours pour qu'il y ait un homme qui craint Dieu, pour que cet homme-là dirige la République démocratique du Congo. Dieu nous a donné cet homme-là, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi. Vous allez remarquer qu'autour du président, il y a beaucoup de chrétiens de réveil, beaucoup de chrétiens qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui prennent la parole très au sérieux. D'ailleurs, aujourd'hui même, le président du Conseil constitutionnel a dit « Je suis pasteur ». Malheureusement, et c'est comme Diallo l'avait dit, l'apôtre Diallo l'avait dit une fois, même les gens qui craignent Dieu, même les gens qu'on dit chrétiens, vraiment, s'il y a un jugement à passer sur ces régimes, ce n'est pas le jugement de païens, ce n'est pas le jugement des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais la honte, c'est surtout nous qui connaissons Dieu et qui trempons dans cette corruption. C'est ça la honte. Si on va juger vraiment, parce que Tshisekedi a mis à tous les nouveaux des chrétiens, à tous les... Je ne sais pas, c'est ça la déception même, la déception du président. Donc, dans sa tête, si je mets un chrétien, ça va être bien. Si je mets un chrétien, ça va être bien. Si je mets un chrétien, mais les chrétiens vont pour faire plus, ou même pour se compromettre plus que le païen. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Qu'est-ce qu'on peut encore dire? On dit nous avons un problème de l'homme. Un chrétien, c'est un homme régénéré. Mais comment les hommes régénérés font la même chose que les gens qui ne sont pas régénérés? Les jours où on va juger le président de la République, on jugera les chrétiens. Et nous, nos chrétiens, nous sommes en train de perdre en crédibilité. On ne peut pas parler de Jésus. On ne peut pas parler de Jésus et de la bonne gouvernance et nous sommes dans la corruption comme tout le monde. Vous comprenez? Maintenant, et c'est ça le problème maintenant des gens de l'UDPS. Je pense que s'il y a des gens vraiment qui abîment la réputation du président de la République, ce sont les gens de l'UDPS. Nicolas Kazadi, UDPS. Kabouya, UDPS. Kabound, UDPS. Il raconte toujours des histoires. Il sort. Nous savons qu'il y a de la mauvaise gestion. Mais si quelqu'un sort pour nous dire que non, il y a de l'argent et les gens se partagent et qu'il vient du parti du président, qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous? Maintenant, c'est pour cette raison tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde connaissait qu'il y a de la... Mais quand ça vient, qu'il y a de la corruption, qu'il y a du vol, mais quand ça vient d'un certain
Nicolas Kazadi, ou quand ça vient d'un certain Kaboun, ou quand ça vient d'un certain Kabouya, ou quand ça vient d'un certain celui qui était à l'enseignement primaire là, je ne sais pas. Alors vous voyez que vous mettez le président vraiment dans une situation très difficile. Il a une guerre à gérer, il y a des embouteillages, des trahisons, et même les gens, des chrétiens, même les gens de son parti le trahissent. Très chers frères et sœurs, quelquefois, souvent je critique le président, mais quelquefois j'ai très pitié parce que je comprends. Si tu n'as jamais géré quelque chose, tu n'as jamais dirigé les gens, tu ne comprends pas ce que moi je suis en train de dire maintenant. Qu'est-ce que la trahison fait d'un leader? Il y a d'un côté les gens qui veulent le tuer, les nègres, comme je venais de dire, des maisons. Il y a de l'autre côté nous qui sommes chrétiens. Il y a de l'autre côté les non-chrétiens. Alors, vraiment, vous comprenez à qui on peut faire confiance? J'ai pitié du président de la République. Vraiment très pitié. Parce que c'est difficile. C'est difficile. Quelquefois, on critique les gens. C'est très facile d'ailleurs de critiquer. Hein. Quelquefois, on les critique. Mais une seule personne ne peut pas tout faire. C'est difficile. Il a aussi des faiblesses. C'est un humain. Alors, on lui demande d'aller intervenir là-bas, d'aller intervenir, finir la guerre. Mais une seule personne, c'est difficile. C'est nous, les Congolais, qui devons aimer notre pays et c'est nous qui devons aider le président de la République. Principalement, tous les chrétiens qu'il a mis à des postes clés. Vous faites la honte de l'évangile, vous faites la honte de la parole de Dieu, vous faites la honte. Et vous allez abîmer la réputation des chrétiens parce qu'un jour, on va dire tel était chrétien, tel était chrétien, tel était chrétien. Voilà ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, le président peut être très déçu de vous. Très chers frères et sœurs, prions pour notre président, soutenons-le. Je sais que c'est difficile, surtout à cause de tout ce qu'on écoute comme affaire d'argent. C'est très difficile. Mais restons focus. Nous voulons la paix et nous voulons le deal. Que le Seigneur vous bénisse.